Avez-vous déjà songé à ce que signifie vraiment être poussé au-delà de ses limites, au point de devoir choisir entre la survie et la dignité? En 1933, dans un petit moulin près d'Angers, une jeune veuve tentait de garder son emploi en travaillant 12 heures par jour, les mains couvertes de farine, le cœur lourd et la peur constante de perdre le seul toit qu'elle possédait. Ce matin-là, quelque chose s'est produit au milieu des sacs empilés, un événement si brutal qu'il a manqué d'emporter ce qu'elle avait de plus précieux. Et pourtant, des décennies plus tard, une simple photographie retrouvée dans une salle d'archives allait révéler un détail que personne n'avait vu, et qui changerait la compréhension de toute une famille. Restez avec moi. Je vais vous raconter cette histoire dramatisée et inspirée de réalités que beaucoup reconnaîtront. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner, de laisser un j'aime, et de me dire de quelle ville vous regardez cette vidéo. Votre soutien permet que ces récits dramatisés, inspirés de notre propre réalité sociale, continuent d'exister. Des histoires qui nous rappellent d'où nous venons, ce que nos familles ont traversé, et les leçons silencieuses que tant de femmes ont portées sans être entendues. Regardez bien cette photographie. Regardez-la attentivement, car ce que vous allez voir dans le coin gauche de cette image va changer la façon dont vous comprenez ce que signifie être mère. Nous sommes en 1933, dans un petit moulin à farine près d'Angers, dans l'ouest de la France. L'image est en noir et blanc, révélée sur du papier mat bon marché. On y voit l'intérieur du moulin avec des sacs de farine empilés presque jusqu'au plafond, des particules fines suspendues dans l'air, un axe de bois au fond. Au premier plan, 4 ouvriers posent à côté du propriétaire, Monsieur Étienne Blanchet en costume sombre, chapeau à la main et expression de fausse cordialité. Mais regardez maintenant le coin gauche de la photo. Là, entre 2 énormes sacs de farine, il y a quelque chose qui ne devrait pas être là. Un bébé. Enroulé dans une couverture improvisée, le petit visage partiellement couvert d'un mouchoir, une main minuscule qui dépasse, couverte de poussière blanche. Ce bébé s'appelle Lise. Et la femme aux bras couverts de poussière qui regarde la caméra avec un mélange d'épuisement et de rigidité, c'est sa mère Lucille Marchand, 26 ans. Lucille ne sourit pas sur cette photo. Elle essaie simplement de paraître présentable pour ne pas causer de problème. Parce que si son patron découvrait qu'elle a osé amener son bébé au travail, elle perdrait non seulement son emploi, mais aussi le seul toit qu'elle possède. Et pourtant, ce que personne ne sait en regardant cette image, c'est que 3 semaines après ce clic, quelque chose va se produire dans ce moulin. Quelque chose qui aurait pu tuer ce bébé endormi entre les sacs. Pour comprendre comment Lucille en est arrivée là, il faut remonter quelques mois plus tôt, à l'hiver 1932. Dans les années qui suivent la Grande Guerre, les veuves comme Lucille sont aussi communes que les moineaux à Angers. Son mari André est mort dans un accident ferroviaire alors qu'elle était enceinte de 7 mois. Sans terre, sans dot, sans père pour son enfant, Lucille suit le chemin de nombreuses femmes pauvres de l'époque. Elle accepte n'importe quel travail. Un voisin du village lui parle du moulin Blanchet qui a toujours besoin de bras. Les registres municipaux de cette époque montrent que près de 40% des ouvrières de la région étaient des mères célibataires ou des veuves. Lucille n'est pas une exception, elle est une statistique. Elle arrive au moulin avec son ventre rond et sa valise presque vide. Blanchet la regarde de haut en bas et lui offre un marché. Un lit dans une chambre minuscule sous le toit, un salaire misérable et aucune tolérance pour les complications personnelles. Les contrats verbaux sont la norme à cette époque. Le papier coûte plus cher qu'une journée de salaire. Lucille accepte. Que peut-elle faire d'autre? Quand Lise naît au printemps 1933, il n'y a pas de réseau de soutien. La mère de Lucille est morte des années auparavant. Sa belle-mère la blâme pour la mort de son fils. Les voisines, bien que solidaires, ont leurs propres enfants à nourrir. Il n'existe aucune crèche, aucune politique pour les mères travailleuses. Rien. Quelques semaines après l'accouchement, Lucille doit faire un choix impossible. Soit elle retourne au travail avec le bébé, soit elle perd son emploi et son logement. Elle choisit de retourner au moulin, Lise cachée dans ses bras, en priant pour que Blanchet ferme les yeux. Il ne les ferme pas, mais il transforme son besoin en instrument de contrôle. « Tu veux rester ici ?
dit-il en regardant le paquet dans les bras de la jeune femme. Alors fais ce qu'il faut pour que ça ne dérange pas le travail. Si le bébé pleure trop, c'est la porte. Et c'est ainsi que commence la routine la plus déchirante qu'une mère puisse vivre. Chaque matin, avant l'aube, Lucille allaite Lise dans un coin froid de la cour. Puis elle l'enroule dans 2 morceaux de tissu, la place entre des sacs de farine contre le mur, dans un espace étroit où le vent ne pénètre presque pas. Là, le bébé dort pendant que sa mère monte et descend avec des sacs sur les épaules, balaye, coude, empile. De temps en temps, pendant quelques minutes volées, Lucille court, touche le petit visage de sa fille, vérifie qu'elle respire encore, ajuste le mouchoir, chante une berceuse à voix basse, puis retourne en courant au travail. Les autres ouvriers observent avec ambivalence. Aline, une jeune femme de 20 ans. Marcel, un homme taciturne d'une 50aine d'années. Et Gaston, qui s'occupe des machines. Ils ressentent de la compassion, mais aussi de la peur de s'impliquer et de perdre leur emploi. Dans la France rurale des années 30, un patron mécontent signifie la famine certaine. Mais ce que Lucille ne sait pas encore, c'est que le pire est à venir. Parce que bientôt, très bientôt, ces sacs de farine qui protègent sa fille vont devenir la plus grande menace pour sa vie. Et quand ce moment arrivera, Lucille devra choisir entre son travail et son enfant en une fraction de seconde. Au Moulin Blanchet, les journées de Lucille commencent toujours de la même façon. À 4 heures du matin, quand le ciel est encore noir, elle se lève de son matelas dur dans la petite chambre sous le toit. Le froid de l'hiver traverse les murs mal isolés. Elle prend Lise dans ses bras, encore endormie, et descend les escaliers grinçants pour commencer sa routine silencieuse. Les journées de travail durent entre 12 et 14 heures. C'est considéré comme juste par les patrons de la région. Il n'y a pas d'inspection du travail efficace dans les villages de l'intérieur. Personne ne vient vérifier si une femme travaille trop, si un bébé dort sur un sol de farine, si les conditions sont humaines. Lucille apprend vite à diviser son attention. Ses mains cousent les sacs pendant que ses oreilles guettent le moindre son venant du coin où Lise dort. Parfois, quand le bébé pleure, elle sent d'abord de la colère avant de sentir de la compassion. Cette colère la ronge de l'intérieur. Elle se demande parfois si elle est une mauvaise mère pour ressentir cela. Elle ne sait pas que c'est l'épuisement qui parle, pas son cœur. Il y a des moments où elle compare sa situation à celle d'autres mères qui semblent mieux s'en sortir. Elle se sent inférieure. Elle ne voit pas que ces autres mères ont des familles, des maris, des ressources qu'elle n'a pas. Elle voit seulement son propre échec. Aline, la jeune ouvrière de 20 ans, observe Lucille avec un mélange de pitié et de jugement. Elle l'aide parfois, mais elle pense aussi secrètement que si c'était elle, elle n'aurait pas eu le bébé. Elle ne dit jamais cela à voix haute. C'est le genre de pensée qu'on garde pour soi dans un moulin où tout le monde dépend de la bonne volonté du patron. Marcel, lui, est différent. C'est un homme qui a une femme et des enfants à la maison. Il comprend ce que signifie avoir des responsabilités qu'on ne peut pas abandonner. De temps en temps, quand Blanchet ne regarde pas, il glisse quelques pièces à Lucille. Il ne dit rien. Il ne veut pas attirer l'attention. Mais ces pièces, Lucille les garde précieusement. Chaque centime est un pas vers la liberté. Le jour de la photographie arrive au printemps 1933, par initiative de Blanchet lui-même. L'Association des commerçants du district prépare un pamphlet pour promouvoir les moulins qui restent solides malgré la crise économique. C'est une période difficile pour la France. La Grande Dépression frappe l'Europe et les petits commerces cherchent désespérément à attirer des clients. Un photographe local est appelé. Blanchet ordonne à tout le monde de se laver le visage, de changer de tablier, de se coiffer. Il veut que l'image soit parfaite. Il veut montrer un moulin prospère, des ouvriers satisfaits, une entreprise qui fonctionne. Le photographe demande à tout le monde de se rassembler devant l'empilement le plus impressionnant de sacs. C'est la meilleure lumière, dit-il. La fenêtre haute laisse entrer un rayon de soleil qui illumine la scène. Lucille, instinctivement, prend Lise dans ses bras. C'est son réflexe de mère. Mais Blanchet s'approche d'elle et murmure avec irritation. « Non, pose-la là-bas. Personne n'a besoin de voir que tu amènes un enfant au travail. » Elle obéit. Que peut-elle faire d'autre?
Elle dépose le bébé entre deux sacs, essayant de créer un nid doux avec ce qu'elle a. Une couverture de laine grossière, typique des dons paroissiaux. Un mouchoir pour protéger le petit visage de la poussière. Lise bouge un peu, mais reste endormie. Le clic de la caméra capture, en une seconde, toute la contradiction de cette scène. L'orgueil du patron, la soumission des employés, le courage silencieux d'une mère, et la vulnérabilité absolue d'un enfant de quelques mois dormant sur un sol de farine. Personne ne pense à ce moment qu'un jour, des décennies plus tard, cette image sera retrouvée dans un album donné aux archives municipales. Personne n'imagine que quelqu'un y écrira au crayon, sur le verso, ces mots simples. Moulin Blanchet. Photo de propagande. 1933. Après la photo, la vie reprend son cours normal. Les jours passent. Les sacs s'empilent et se vident. Lucille continue sa routine épuisante. Elle apprend à négocier, petit à petit, 15 minutes supplémentaires de pause, sans paraître insubordonnée. Elle apprend à coudre mieux et gagne des travaux supplémentaires le soir. L'épuisement est constant, mais l'autonomie grandit lentement. Elle commence à économiser, pièce par pièce, centime par centime. Elle a un plan. Un jour, elle pourra payer quelqu'un pour garder Lise pendant la journée. Un jour, sa fille ne dormira plus entre des sacs de farine. Mais ce jour semble si loin. Et ce que Lucille ne sait pas, c'est que le destin va la forcer à accélérer ses plans. Parce que 3 semaines après la photo, quelque chose va se produire dans ce moulin. Quelque chose qui va changer sa vie pour toujours. Et quand cela arrivera, elle comprendra enfin le vrai prix de sa survie. C'est un matin comme les autres, au Moulin Blanchet. Le soleil vient à peine de se lever, et déjà l'activité bat son plein. Les machines tournent. La poussière de farine flotte dans l'air comme un brouillard permanent. Lucille est de l'autre côté du hangar, cousant des sacs avec une rapidité née de la nécessité. Lise dort dans son coin habituel, entre 2 grands sacs de farine, protégés par la couverture de laine et le mouchoir sur son visage. Elle a maintenant 6 mois. Son corps s'est adapté à cet environnement hostile. Elle respire cette poussière depuis sa naissance. Elle ne connaît rien d'autre. Ce jour-là, il y a plus de mouvement que d'habitude. Une commande importante doit partir avant midi. Tout le monde travaille plus vite. Les sacs sont empilés plus haut, plus rapidement, avec moins de soin. Personne ne fait attention aux détails. C'est alors que cela se produit. Un sac mal empilé glisse, puis un autre. Et soudain, toute la pile près du coin où Lise dort commence à se déstabiliser. Lucille entend un bruit sourd de l'autre côté du hangar. Puis un cri. Pas le cri habituel de faim ou d'inconfort. Un cri différent. Un cri de terreur. Son sang se glace. Elle lâche tout et court. Mais elle est trop loin. Elle ne peut pas arriver à temps. C'est Aline qui réagit la première. La jeune femme se trouve plus près du coin où le bébé dort. Sans réfléchir, elle se jette en avant pour retenir l'avalanche de sacs. Son corps fait barrage entre la montagne de farine qui s'effondre et l'espace étroit où Lise est coincée. Elle réussit à amortir la chute. Les sacs tombaient sur elle au lieu de tomber sur le bébé. Mais le prix est terrible. Son bras gauche se retrouve coincé sous le poids. Elle sent quelque chose craquer. La douleur est insupportable. Quand Lucille arrive enfin, elle trouve Aline étendue sur le sol, le visage tordu de souffrance, protégeant de son corps meurtri l'espace où sa fille pleure à plein poumon. Les autres ouvriers accourent. Marcel aide à dégager les sacs. Gaston soutient Aline. Et Lise? Lise est vivante. Effrayée, couverte de poussière, mais vivante. Lucille prend sa fille dans ses bras et la serre si fort qu'elle a peur de lui faire mal. Les larmes coulent sur ses joues, traçant des sillons dans la farine qui couvre son visage. Elle ne peut pas parler. Elle ne peut que pleurer et serrer ce petit corps tremblant contre le sien. Blanchet arrive quelques minutes plus tard. Sa première réaction n'est pas de s'inquiéter pour ses employés. Sa première pensée, c'est sa réputation. Si cette histoire se répand hors du moulin, tout le monde saura qu'il laisse une ouvrière amener son bébé au travail. Tout le monde saura que ses conditions de sécurité sont défaillantes. Il regarde Lucille avec colère. Il regarde Aline, blessée sur le sol. Et il dit des mots que Lucille n'oubliera jamais. C'est de votre faute. Vous n'avez pas fait attention. Si cette histoire sort d'ici, vous êtes toutes les deux à la porte. Le scandale est étouffé.
Aline reçoit la moitié de son salaire pendant les mois où son bras est immobilisé. Elle ne peut plus travailler normalement. Son bras ne retrouvera jamais toute sa mobilité. Des années plus tard, elle dira dans une interview pour un projet scolaire ces mots simples. « Il y avait un enfant là-bas. Nous avons fait ce que nous avons pu. » Cette quasi-tragédie marque Lucille profondément. La nuit suivante, elle ne dort pas. Elle regarde Lise respirer dans l'obscurité de leur petite chambre et elle fait une promesse silencieuse. Plus jamais sa fille ne dormira entre des sacs de farine. À partir de ce jour, elle change sa stratégie. Elle accepte encore plus de travaux de couture le soir. Ses doigts saignent à force de coudre à la lueur d'une bougie. Elle écrit à sa sœur à Lyon des lettres qui seront retrouvées des décennies plus tard. Elle y parle de travailler jusqu'à ce que ses doigts saignent. Elle y parle de son espoir de s'en sortir. Marcel continue de l'aider en cachette. Il lui donne quelques pièces quand il peut. Il ne dit rien. Il ne veut pas que Blanchette sache. Mais il vit avec cette lâcheté qui pèse sur sa conscience. Il aide, mais il ne confronte jamais le patron publiquement. Il a sa propre famille à protéger. Aline, elle, traverse une période difficile. Elle a sauvé l'enfant, mais elle a perdu l'usage complet de son bras. Pendant des mois, elle évite de parler à Lucille. Ce n'est pas de la méchanceté, c'est de la rancune mêlée de douleur. Elle ne regrette pas son geste, mais elle souffre de ses conséquences. Et pourtant, malgré tout, elle ne raconte jamais à personne ce qui s'est passé. Elle protège Lucille du scandale, même quand elle lui en veut. 3 ans passent, Lise grandit, et enfin, en 1936, Lucille atteint son objectif. Elle a économisé assez d'argent pour payer une voisine âgée pour garder sa fille pendant la journée. Ce n'est pas une femme chaleureuse, mais elle est fiable. Et c'est déjà beaucoup. Le jour où Lucille emmène Lise chez cette voisine pour la première fois, elle pleure. Pas de tristesse, de soulagement. Sa fille ne dormira plus jamais sur un sol de farine. Mais la mémoire de ces mois reste gravée dans son corps. Pendant des années, elle refusera de passer devant le vieux moulin. Elle mentira aux voisins sur l'endroit où elle laissait sa fille. La vérité est trop humiliante pour être partagée. Et Lise grandira sans connaître tous ces détails. Elle saura que sa mère portait des sacs de farine. Elle saura qu'il n'y avait personne pour la garder. Mais elle imaginera un scénario moins brutal que la réalité. Jusqu'au jour où, des décennies plus tard, elle tombera sur une vieille photographie dans une exposition sur l'histoire du travail. Et ce jour-là, tout va changer. 35 ans ont passé depuis le jour où cette photographie a été prise. Nous sommes en 1968. Le monde a changé. La France a traversé une autre guerre, une occupation, une libération, une reconstruction. Les droits des travailleurs ont évolué. Les femmes commencent à avoir une voix. Les enfants ne dorment plus sur les sols des usines. Lise a maintenant 35 ans. C'est une femme aux cheveux châtains, aux mains calleuses, au regard déterminé. Elle travaille comme assistante dans une petite coopérative de boulangers de la région, formée justement par d'anciens ouvriers qui en ont eu assez de dépendre de patrons comme Blanchet. Elle a choisi ce travail pour une raison précise. Dans cette coopérative, les mères ont des droits. Il y a une crèche improvisée. Il y a des pauses pour allaiter. Il y a une dignité que sa propre mère n'a jamais connue. Lise a grandi avec des fragments de l'histoire de Lucille. Elle sait que sa mère portait des sacs de farine. Elle sait qu'il n'y avait personne pour la garder. Mais les détails sont flous, volontairement effacés par une mère qui avait trop honte pour tout raconter. Ce jour de 1968, Lise visite l'ancienne siège de l'Association des commerçants d'Angers. Le bâtiment abrite maintenant une petite salle d'exposition sur l'histoire du travail dans la ville. C'est une visite de routine. Elle cherche des informations pour un projet de la coopérative sur les origines du pain dans la région. Elle parcourt les murs couverts de vieilles photographies, des images de moulins, de boulangers, de marchés, de charrettes chargées de sacs. Et soudain elle s'arrête. Son cœur cesse de battre pendant une seconde. C'est l'intérieur d'un vieux moulin. La configuration des sacs lui semble familière. L'axe de bois au fond correspond aux descriptions vagues de sa mère. Et là, dans la rangée d'ouvriers qui posent devant la caméra, elle reconnaît un visage. Lucille, jeune, 26 ans. Les bras couverts de poussière, le regard épuisé mais rigide.
Le choc véritable vient avec le détail dans le coin de l'image. Un bébé enroulé entre deux sacs de farine, presque hors du cadre. Une main minuscule qui dépasse. Un mouchoir sur le visage. Une petite plaque mal écrite dit simplement « Ouvrier du Moulin Blanchet, circa 1933 ». Aucun nom. Aucune mention du bébé. Lise sent le sol trembler sous ses pieds. Ce n'est pas une lettre qui révèle tout. Ce n'est pas un document officiel dramatique. C'est la combinaison entre ce qu'elle a toujours entendu à demi-mot et ce qu'elle voit enfin de ses propres yeux. Ce bébé, c'est elle. Elle demande une copie de la photographie. Ses mains tremblent quand elle la prend. Elle rentre chez elle avec cette image serrée contre sa poitrine, comme si c'était la clé d'un mystère qu'elle portait en elle depuis toujours. Lucille vit maintenant dans un petit appartement à quelques rues de chez sa fille. Elle a 61 ans. Ses doigts sont noueux, son dos courbé par des décennies de travail. Elle ne travaille plus au moulin depuis longtemps. Blanchet est mort en 1958, son obituaire le décrivant comme un commerçant rigoureux mais juste, sans aucune mention des ouvriers. Quand Lise arrive avec la photographie, Lucille pâlit. Le silence entre elles est lourd, mais cette fois, il n'est imposé par personne. C'est l'intervalle avant une vérité qui va les libérer. Lise s'assoit à côté de sa mère. Elle pose la photo sur la table entre elles. Elle ne crie pas. Elle n'accuse pas. Elle demande simplement avec une voix douce « Combien de fois tu m'as posé là ?» Lucille regarde l'image. Elle regarde ce bébé qu'elle a été obligée de cacher entre des sacs pour pouvoir travailler. Elle regarde son propre visage jeune, épuisé, soumis. Et pour la première fois en 35 ans, elle parle. Tous les jours. Pendant 8 mois. Jusqu'à ce que j'ai économisé assez d'argent pour te sortir de là. Les mots sortent lentement, douloureusement. Elle raconte le turneau, la peur d'être renvoyée, le presque effondrement des sacs, la douleur d'entendre sa fille pleurer et de devoir continuer à coudre. Elle raconte la honte qui l'a accompagnée pendant toutes ces années, la honte d'avoir dû choisir entre le pain et la présence. Lise écoute. Elle ne pleure pas encore. Elle absorbe chaque mot comme une éponge. Elle comprend enfin pourquoi sa mère ne passait jamais devant le vieux moulin. Elle comprend pourquoi elle mentait aux voisins. Elle comprend pourquoi il y avait toujours ce silence quand quelqu'un mentionnait la farine. Et puis, elle dit quelque chose que Lucille n'attendait pas. « Tu n'as pas à avoir honte. Je voulais juste savoir combien ça t'a coûté pour que j'arrive jusqu'ici. » Lucille pleure. Pour la première fois depuis des années, pas de honte, mais de soulagement. Elle a porté le poids de croire qu'elle n'avait pas été une mère suffisante. Maintenant, pour la première fois, elle entend de sa propre fille que l'amour n'était pas absent. Il était étouffé, pressé entre des sacs de farine, mais jamais inexistant. Lise prend la main de sa mère. Cette main qui a porté des centaines de sacs. Cette main qui l'a touchée entre deux taches pour vérifier qu'elle respirait encore. Cette main qui a cousu jusqu'au sang pour la sortir de ce sol de farine. « J'ai survécu parce que tu n'avais pas le choix », dit Lise. « Mais toi aussi tu as survécu, maman. Et c'est ça qui compte. » Dans le silence qui suit, quelque chose se transforme entre elles. La photo qui était un symbole de honte devient un symbole de courage. L'image qui montrait l'exploitation devient la preuve d'un amour impossible mais réel. Et Lise sait déjà ce qu'elle va faire. Cette histoire ne peut pas rester cachée. Cette mémoire ne peut pas mourir. Quelques semaines après cette conversation, Lise propose quelque chose à la coopérative où elle travaille. Elle veut que l'histoire du vieux moulin soit racontée autrement. Elle veut que les gens sachent ce que signifiait vraiment travailler dans ces conditions. Elle veut que sa mère soit reconnue. Les membres de la coopérative acceptent. Ils organisent une petite exposition sur les origines du pain dans la région, avec des photos et des témoignages d'anciens ouvriers. Ce n'est pas grand-chose. Une salle modeste, quelques cadres sur les murs, une table avec du café. Mais pour Lucille et Lise, c'est un monde. Le jour de l'inauguration, Lise accroche la photographie de 1933 au centre du mur principal. À côté, elle a écrit de sa propre main une nouvelle légende. Lucille Marchand, ouvrière au Moulin Blanchet, et sa fille Lise, qui dormait entre les sacs de farine parce qu'il n'y avait pas d'autre endroit.
Nous dédions cette coopérative à toutes les mères travailleuses qui ont dû choisir entre le salaire et la présence, et aux enfants qui ont survécu à l'oubli. Lucille est assise sur une chaise simple à côté de la photo. Elle ne parle pas. Ses yeux parcourent les visages des jeunes boulangers, des mères travailleuses qui ont maintenant une crèche dans la coopérative, des enfants qui courent dans la cour sans peur. Elle pense à Aline, qui a sacrifié son bras pour sauver Lise ce jour-là. Elle pense à Marcel, qui lui donnait des pièces en cachette. Elle pense à tous ces gestes silencieux de solidarité qui lui ont permis de survivre. Un des boulangers s'approche. C'est un homme d'une trentaine d'années qui n'a jamais connu Blanchet. Il tient dans ses mains un pain doré, encore chaud, sorti du four il y a quelques minutes. Il le tend à Lucille avec respect. « Si aujourd'hui nous avons un travail plus juste, madame, c'est parce que quelqu'un a supporté ce qu'il n'aurait pas dû supporter. Merci. » Lucille prend le pain. Elle le serre contre sa poitrine comme si elle tenait à nouveau sa fille nouveau-née. Mais cette fois, sans peur d'être réprimandée, sans avoir besoin de se cacher, sans avoir besoin de s'excuser d'exister. Le pain est chaud. La croûte craque légèrement sous ses doigts. L'odeur est celle de la vie, pas celle de la poussière et de l'épuisement. Lise observe la scène avec les yeux pleins de larmes. Elle comprend maintenant quelque chose qu'elle ne pouvait pas comprendre avant. Sa mère n'a pas échoué comme mère. Elle a simplement vécu dans une époque qui a échoué envers toutes les mères. La photo reste accrochée dans la salle de la coopérative pendant quelques mois. Puis, quand l'exposition se termine, Lise la ramène chez elle. Elle la met dans un cadre simple et la pose sur une étagère de son salon, à côté de photos de ses propres enfants. Ces enfants qui n'ont jamais dormi sur un sol de farine. Ces enfants qui ont eu une crèche, une mère présente, un monde moins cruel. Le cycle est brisé. Lucille vit encore quelques années après cette journée à la coopérative. Elle meurt paisiblement, dans son lit, entourée de sa fille et de ses petits-enfants. Elle ne meurt pas avec la honte. Elle meurt avec le soulagement d'avoir été comprise. Des décennies plus tard, la photographie est toujours dans le salon de Lise. Ses petits-enfants la regardent parfois avec curiosité. Qui est cette femme couverte de poussière? Qui est ce bébé entre les sacs? Et Lise raconte. Elle raconte l'histoire de sa mère. Elle raconte le moulin, la fatigue, le presque accident, la survie. Elle raconte comment un bébé a dormi sur un sol de farine parce qu'il n'y avait pas d'autre endroit. Et comment ce bébé est devenu une femme qui a décidé que plus personne ne devrait vivre comme ça. Cette histoire n'est pas dans les livres d'histoire. Elle n'est pas dans les musées officiels. Elle est dans un salon modeste, sur une étagère, à côté de photos de famille. Elle est dans la mémoire de ceux qui se souviennent. Parce que certaines injustices du passé ne pourront jamais être défaites. Il y a des mères qui ont trop travaillé. Il y a des enfants qui ont dormi dans des endroits froids. Il y a des vies qui ont été traitées comme des volumes à empiler et à oublier. Mais parfois, il suffit de regarder à nouveau une vieille photographie pour changer l'endroit où nous plaçons l'amour et la dignité de ceux qui ont été exploités. Lucille Marchand n'a pas eu le choix en 1933. Mais en 1968, sa fille a choisi pour elle. Transformer le symbole de l'exploitation en drapeau de la résistance silencieuse. Et dans ce pain chaud, encore fumant, il y avait la réponse que Lucille a cherchée toute sa vie. Elle n'a pas échoué comme mère. Elle a simplement vécu dans une époque qui a échoué envers toutes les mères. Aujourd'hui, quand les petits-enfants de Lise passent devant cette photo, ils s'arrêtent un instant. Ils regardent cette femme au regard épuisé. Ils regardent ce bébé presque invisible dans le coin. Et ils comprennent quelque chose d'important. Ils sont là parce que quelqu'un a survécu. Ils sont libres parce que quelqu'un n'a pas abandonné. Ils ont une vie meilleure parce qu'une mère, un jour, a choisi de continuer à se battre, même quand tout semblait perdu. Et c'est peut-être ça la plus grande leçon de cette histoire. L'amour ne se mesure pas à la perfection. Il se mesure à la persistance, à la capacité de continuer même quand il n'y a plus d'espoir, à ces gestes silencieux que personne ne voit, mais qui changent le cours d'une vie. Lucille Marchand n'était pas une mère parfaite. Elle était une mère qui a fait ce qu'elle pouvait avec ce qu'elle avait. Et parfois, c'est exactement ce dont un enfant a besoin pour survivre.
Cette photographie en noir et blanc, avec sa lumière qui n'éclaire pas le bébé, avec sa poussière qui flotte dans l'air, avec son patron faussement cordial et ses ouvriers soumis, cette photographie raconte une histoire que des millions de mères dans le monde comprennent sans avoir besoin d'explication. L'histoire d'un choix impossible, l'histoire d'un amour caché, l'histoire d'une survie silencieuse. Et si vous avez écouté jusqu'ici, regardez autour de vous. Regardez votre propre mère, votre grand-mère, les femmes de votre famille. Demandez-leur quels choix impossibles elles ont dû faire, quels sacrifices silencieux elles ont accomplis. Parce que derrière chaque vie, il y a une histoire comme celle de Lucille. Une histoire de courage que personne ne raconte. Une histoire d'amour que personne ne voit. Jusqu'à ce que quelqu'un regarde une vieille photo et demande enfin « Qu'est-ce que ça t'a coûté pour que j'arrive jusqu'ici ?» Et avant de terminer cette histoire fictionnelle dramatisée mais profondément inspirée de tant de vies réelles, retenons ceci. Parfois, le courage n'est pas visible. Il se cache dans les gestes silencieux, dans les choix impossibles, dans les sacrifices que personne ne remarque, mais qui changent le destin d'une famille entière. L'amour, surtout celui d'une mère, ne se mesure pas à la facilité, mais à la persistance, à ces mains fatiguées qui continuent malgré tout, à ces années où personne ne regarde, sauf lorsqu'une vieille photographie réapparaît pour rétablir la vérité. Et maintenant, je vous invite à réfléchir. Qu'est-ce qui vous a le plus touché dans le parcours de Lucille? Avez-vous déjà découvert, des décennies plus tard, un détail familial que personne n'avait osé raconter? Quel sacrifice silencieux des femmes de votre famille mériterait d'être enfin reconnu? Si vous êtes resté jusqu'ici, écrivez le mot « résilience » dans les commentaires. J'aimerais aussi savoir de quelle ville vous nous écoutez. Et si vous le souhaitez, partagez une histoire ancienne de vos parents, grands-parents ou arrière-grands-parents. Une histoire de travail, de survie, de choix difficiles. Peut-être qu'un jour, elle pourra inspirer un prochain récit sur notre chaîne. Merci d'avance pour votre confiance et votre générosité. N'oubliez pas de vous abonner, d'aimer la vidéo, d'activer la cloche, de la partager ou simplement de laisser un commentaire. Et si cette histoire vous a touché, cliquez sur le quart final pour découvrir les prochains récits. Merci d'être ici et de faire vivre ces mémoires qui méritent d'être racontées.